Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. Léa, bonsoir. Bonsoir Chartidiane, bonsoir également à vous chers téléspectateurs. Voici les titres de cette édition. Hamsatou Sow Sidibé brise le silence après son limogeage. L'ex-ministre conseiller de Macky Sall soutient que ce sont ses prises de position dans l'affaire Karim Wade qui ont eu raison de sa fonction. Le différent Khalifa Sall, Diène Farbassar, jugé par des Sénégalais. Selon eux, l'urgence est ailleurs. Ces deux hommes politiques devraient plutôt aider le Sénégal à sortir de l'insécurité, l'insalubrité, la pauvreté, entre autres. Le SAES met sa menace à exécution. Le syndicat autonome des enseignants du supérieur décrète 48 heures de grève ce mardi. Il proteste contre le non-respect des engagements pris par l'État. Une marche de protestation est également annoncée. Reprise ce matin du procès. Abré, la défense recadre la partie civile. Maître François Serre soutient qu'ils ne se sont nullement attaqués aux institutions sénégalaises, mais plutôt les chambres africaines extraordinaires. Et puis dans ce journal, nous nous arrêterons sur le carbone 14. Ce laboratoire, cher à son fondateur, Cheikh Anta Diop, ne tourne plus à plein régime. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Hamsatou Sow Sidibé rompt le silence, Léa, après son limogeage au poste de ministre conseiller. D'après elle, son limogeage est dû à sa prise de position sur l'affaire Karim Wade et à ses différentes sorties. Même si elle se dit libre politiquement, Hamsatou Sow Sidibé déplore le manque de cadre de concertation pour les ministres conseillers. Pape Faraning et Mardien. C'est bien l'affaire Karim Wade qui a emporté Hamsatou Sow Sidibé. La présidente de Carl Lenen l'a confirmé de manière catégorique. Je vais vous dire ce que le directeur de cabinet m'a dit. Et il m'a dit, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'était l'affaire Karim Wade. Alors vous savez, nous, ce que j'ai retenu de la littérature française, quand j'étais au lycée, le Cid, Corneille, je le ferai encore si j'avais à le faire. Hamsatou Sow Sidibé déplore le manque de cadre de concertation pour les ministres conseillers. Oui. J'ai souffert à la présidence de la République. Voilà tout ce que je puis vous dire. Toutes nos excuses pour la qualité sonore de cet élément. Certainement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La traque des biens mal acquis, un flop. La question, Léa, se pose. Beaucoup de dossiers sont toujours pendants devant la justice. Si le Forum civil dénonce les lenteurs constatées, la Ligue démocratique Mouvement pour le Parti du Travail souhaite que la traque des biens mal acquis se poursuive. Plus de détails avec Nafissatou Silla et Diafar Abba. Traque des biens mal acquis, suite ou fin, l'on ne sait pas encore. Ce qui est sûr, ça prend du temps pour connaître l'épilogue. Toutes les procédures ont stagné après l'inculpation de Karim Wade et compagnie. Il y a une logique à respecter. Si on arrête la traque sur les deux personnes que je viens de citer, Karim Wade et Taïb Bouniaï, on ne pourra pas croire que la justice dans ce pays est indépendante. On ne pourra pas croire demain que la décision du Conseil constitutionnel relève d'une indépendance de cette institution. Donc c'est une question de sérieux et de crédibilité des institutions. Le Forum civil, plateforme de lutte contre la corruption et l'impunité, estime que ces lenteurs notées n'ont aucune raison d'être. On ne saurait pas, si cette traque ne marche pas, on ne pourra pas accorder du crédit au Conseil constitutionnel, ni à ses décisions sur la réduction du mandat de Macky Sall. C'est le test. Et pour la Ligue démocratique, on doit finir avec cette situation le plus tôt possible. C'est une demande du peuple sénégalais. C'est une demande des citoyens. En s'arrêtant sur le cas Karim Wade, on risque de donner l'impression que la traque des biens mal acquis a été conçue, élaborée et mise en œuvre contre une personne. Et cela, je crois que ça va renvoyer une mauvaise image. C'est la raison pour laquelle nous, partenaires du président de la République et l'ensemble des forces vives de ce pays, nous devons quand même nous mobiliser pour que cette traque puisse être poursuivie. Autre constat, cette léthargie peut bien jouer en défaveur de Macky Sall. C'est un test majeur
Et ça va peser beaucoup plus sur ses projections, sur sa carrière politique, dans sa capacité à poursuivre son engagement sur la question ou à l'arrêter. Ça pourrait signer le début de sa fin politique. C'est une question de logique. Il est tenu d'aller jusqu'au bout de la chose. Mais si on ne poursuit pas la traque des biens mal acquis, et si à ce propos-là, il n'y a pas de communication, les Sénégalais auront l'impression que la traque des biens mal acquis a été conçue contre une personne, ce qui ne serait pas juste. La traque des biens mal acquis était un cheval de bataille en 2012 et beaucoup ont été les Sénégalais qui y ont cru et l'ont soutenu. Justement, Awa Ndiaye répond aux attaques sur sa gestion sous le régime libéral, donc par la méprise. L'ex-ministre de la Femme et actuel président de la Commission des données personnelles déclare que l'audit de son ministère appartient désormais au passé. Je propose de l'écouter. Il faisait face à la presse. Ses propos sont recueillis par Ousseynou Diop et Habib Seck. Si vraiment j'avais besoin d'avoir de l'argent illicitement ou détourner l'argent, au moins, bon, j'aurais pu avoir au moins une maison à Saint-Louis. Ça aurait été au moins le minimum pour moi. Mais vous me retrouvez, moi je suis ici chez ma badiane. J'ai pas de maison à Saint-Louis. Moi, je ne veux même pas revenir là-dessus, très sincèrement. Je pense que cette histoire est derrière moi. Je suis une républicaine. Je suis une femme disciplinée par rapport aux institutions de mon pays. Et j'estime que lorsque la justice tranche, la justice a tranché. Lorsque j'ai été convoquée dans le cadre de cet audit-là, à la gendarmerie, je n'étais pas à la PR. J'étais encore dans le PDS. Les 3 fois que j'ai été convoquée, j'étais encore dans le PDS. La gendarmerie a fait son travail, les enquêteurs ont fait leur travail, les juges ont fait leur travail. Moi, je pense que quand même dans la vie, il faut être respectueux, non seulement des institutions, mais des gens qui portent ces institutions. Et nous continuons à parler d'audit, cette fois avec celui du Forum civil réalisé dans les communes de Diambérin et de Bignona. En exercice très apprécié des populations, le contrôle a été assuré par le Forum civil qui a son mode de sanction. Plus d'explications dans cette correspondance signée Boubacar Diassi. L'élément n'est pas en place. Certainement, nous y reviendrons également dans nos prochaines éditions. La binationalité des hommes politiques, un sujet qui fait les choux gras de la presse sénégalaise. Pour Mamadou Mbodj, les concernés n'ont pas leur mot à dire dans la gestion du pays, à plus forte raison de vouloir le diriger. Ce membre du Forum civil interpelle l'opinion et le Conseil constitutionnel. Je propose de l'écouter au micro de Nafissatou Silla. Abdoulaye Wade, ce sont ses propres avocats. Alors qu'il a dirigé pendant 12 ans le pays, qu'il a juré devant la nation qu'il allait respecter son serment, faire respecter la loi et les lois, il s'est présenté sous une fausse identité face au Sénégal. Son fils qui aspire à le devenir, c'est eux qui l'ont reconnu. Il y en a d'autres. On les appelle les renégats. C'est le nom français, ce n'est pas une injure. Pour moi, le peuple, dans sa dignité profonde, doit réagir avec toute la rage nécessaire pour que ces étrangers ne soient pas à la tête de notre pays. Ça se fait de manière pacifique et démocratique, mais très ferme. Très ferme. On doit les évacuer même des débats nationaux. On ne doit plus les inviter, parler du Sénégal. Comment on a pu laisser échapper? Probablement, on nous a dit de Senghor qu'il l'était, on nous l'a dit aujourd'hui aussi. Comment la Cour suprême, les grands juges qu'on aime citer comme des références, Kéba Mbaye, Jacques Foster, comment ces choses les ont échappées? Est-ce que ça les a vraiment échappées? Est-ce qu'ils n'avaient pas de moyens de contrôle? Ou est-ce qu'il s'agissait de dupliquer? Et puis nous parlons à présent du différend qui oppose le maire de la ville de Dakar au ministre du Renouveau urbain. Pour de nombreux Sénégalais rencontrés par la rédaction, Khalifa Sall et Diène Farba Sarr devraient conjuguer leurs efforts afin de mettre un terme à l'insécurité, au chômage ou à l'insalubrité. Selon eux, ils doivent mettre un terme à leurs différends et se concentrer sur l'essentiel. Aïssatou Paye et Moudou Diop. Sidi Mbaye habite Thiaroye, banlieue dakaroise. Sa vision sur le différend opposant le maire de Dakar, Khalifa Sall, à Diène Farba Sarr, s'apparente à celle de beaucoup de Sénégalais.
Les priorités sont ailleurs, selon lui. Il y a beaucoup de travaux inachevés dans ce pays. Allez par exemple vers la route de Boune jusqu'à Fass Mbao. Les travaux sur cette route sont toujours en cours et cela dure depuis plus de 3 mois. Nous avons tous les mêmes préoccupations. Les quartiers sont mal éclairés. Il y a beaucoup d'agresseurs. Les rues sont sales. À Thiaroye, il n'y a que des ordures, même au marché. Ousseynou Sy, quant à lui, pointe du doigt les maux des collectivités locales. Pour ce brancardier, l'urgence reste le paiement des salaires des employés. Khalifa Sall doit se préoccuper des difficultés que traversent les travailleurs des collectivités locales. Ceci doit être une de ses priorités. La place de l'indépendance ne doit pas être une urgence pour lui. Qu'il se penche sur nos salaires. Nous sommes des pères de famille. Les populations appellent le maire de Dakar et le ministre du Renouveau urbain à travailler main dans la main pour un Sénégal émergent. Regardez les mairies, les hôpitaux. Plus rien ne va dans ces structures. Ils doivent s'unir pour le bien des populations. Pourquoi s'entre-déchirer? Pourquoi s'entre-déchirer ainsi? Les priorités sont ailleurs. Ils doivent s'asseoir autour d'une table et trouver une solution aux maux des Sénégalais. Insécurité, insalubrité, manque d'éclairage public, chômage chez les jeunes, entre autres problèmes à résoudre. Aïssatou Païfal, nous restons sur ce différend Khalifa Sall, Diène Farba Sarr. L'arbitrage du chef de l'État pourrait clore la polémique. Le médiateur de la République invite le maire de Dakar et le ministre du Renouveau urbain à enterrer la hache de guerre et à faire passer l'intérêt des populations avant tout le reste. Écoutons Maître Alioune Badara Cissé. Ses propos sont recueillis par Mame Biram Diouf et Modou Diop. Je dirais tout simplement à mes deux amis, chez le maire de Dakar, et tous les autres maires qui le soutiennent dans cette activité, mais également au ministre en charge du renouveau urbain et du cadre de vie, de savoir raison garder. Je pense que l'intérêt majeur du Sénégal exige de chacun d'eux, que je connais très bien, exige de chacun d'eux beaucoup de calme et beaucoup de sérénité. Le président de la République, le Premier ministre sont les personnes les plus qualifiées pour les appeler à la raison. J'allais dire, sommer l'un comme l'autre, de trouver un terrain d'entente pour que cette belle capitale qu'est le Sénégal et toutes les autres capitales régionales, toutes les autres capitales départementales, toutes les autres capitales régionales de notre pays demeurent une œuvre collective de l'État central et des collectivités, car au bout du compte, une seule chose importe, c'est la satisfaction apportée aux populations. 48 heures de grève à partir de demain, mardi. Le syndicat autonome des enseignants du supérieur durcit le ton. Il proteste contre le non-respect des engagements pris par l'État du Sénégal. Le SAES compte créer un front unitaire avec d'autres syndicats d'enseignants. Il compte également marcher dans les prochains jours. Le SAES faisait face à la presse cet après-midi. Compte rendu signé Dissa Prera et Diafaraba. Fini le temps des avertissements, place à l'action. Le syndicat autonome des enseignants du supérieur cesse les cours à partir de ce mardi. Objectif, protester contre le non-respect des engagements du gouvernement. Les instances se sont prononcées et le bureau national élargi de samedi a donc pris une décision, c'est de décréter déjà la grève a commencé. À partir de demain, 48 heures, mardi, mercredi, dévoilé au niveau, mais que chaque semaine, justement,
Le son n'est pas des meilleurs. Toutes nos excuses, Léa. Nous allons à Saint-Louis, où la route nationale numéro 2 Chartidiane a été barrée ce matin par les étudiants de l'université Gaston Berger. Ils réclament, entre autres, le démarrage des travaux du nouveau site d'hébergement. Les pensionnaires de Sannar donnent un ultimatum de 2 jours aux autorités pour satisfaire leurs doléances. Plusieurs blessés ont été notés aujourd'hui du côté des étudiants. Plus de détails avec notre correspondant à Saint-Louis, Ousseynou Diop et Habib Sek. Les étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis ont barré la route nationale numéro 2 ce matin durant 3 tours d'horloge. À l'origine du mouvement d'humeur, le non-respect de leurs doléances, ils veulent que les autorités universitaires entament dans les plus brefs délais les travaux du nouveau site d'hébergement pour une capacité d'accueil de 2000 lits. La position de la coordination des étudiants de Saint-Louis était d'exiger à l'autorité le démarrage effectif des travaux des 2000 lits, mais aussi l'aménagement des modules qui sont des mesures palliatives qui doivent nous permettre d'alléger le poids de l'hébergement. Les étudiants de l'université de Saint-Louis ont aussi dénoncé la mauvaise foi des autorités et menacent de perturber les cours au campus si rien n'est fait d'ici mercredi. Aujourd'hui, l'autorité nous a trompés parce que tout simplement c'est un directeur du CROUS politique en connivence avec le recteur, sous le silence du ministre de l'Enseignement supérieur, avec l'aide de plus grands professionnels de la DUPERI. Fii ak mercredi bu ñu recevoir ñun dañuy continuer mouvement bi te pare nañ pour teg ci suñu bakkan. Après le face-à-face tendu entre forces de l'ordre et étudiants, le calme est revenu à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Toutefois, on note plusieurs blessés du côté des pensionnaires de l'UGB. Et puis suite à ces perturbations à l'UGB, les autorités regrettent et invitent les étudiants à reprendre les cours. Face à la presse, le directeur du Centre régional des œuvres universitaires a précisé que les travaux du nouveau site d'hébergement ont démarré et qu'ils prendront fin avant la fin de l'année. Écoutons Ibrahima Diao. Ses propos sont recueillis par nos correspondants à Saint-Louis, Ousseynou Diop et Habib Sissé. Je viens d'apprendre avec beaucoup de regrets quand même la décision de la coordination des étudiants de Saint-Louis de barrer la route nationale pour motif quand même sur la question de l'hébergement. Je pense que cette question était définitivement, je dis bien définitivement réglée avec quand même la coordination des étudiants de Saint-Louis. Parce que comme vous l'avez vu, même le ministre vous l'a demandé, vous en tant que journaliste, l'opinion nationale, internationale a constaté les efforts extrêmement importants que l'État est en train de faire quand même pour améliorer les conditions de vie des étudiants à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'hébergement, restauration, prise en charge médicale, partout animation culturelle et sportive. Donc une grève pour motif d'hébergement, pour moi, est insensée. Ça ne se justifie pas. Il n'y a pas de retard. Ça dit que il n'y a pas de retard. Les procédures sont régulières et sont rigoureusement respectées. Les procédures d'attribution des marchés publics obéissent à des règles qui sont rigoureusement respectées. Il parle, n'est-ce pas, de démarrage. Les chantiers ont démarré, vous avez vu. Vous-même, vous avez vu que les chantiers ont démarré. Maintenant, l'État a pris l'engagement, n'est-ce pas, de livrer les 2000 lits en fin décembre 2016. C'est donc officiel, le syndicat autonome des enseignants du supérieur s'apprête à observer une grève de 48 heures à compter de demain mardi, Chartidiane, au moment où le ministre de l'Éducation nationale est en tournée dans le sud du pays. Et selon eux, la confrontation est inévitable parce que l'État n'a pas respecté ses engagements. Là-dessus, nous écoutons les explications du secrétaire général du SAEMS, QSAMS de Ziguinchor. Il est interrogé par Boubacar Diassi. Le 12 octobre 2015, le président Macky Sall lui-même avait décidé de appeler les syndicats, de les inviter à un déjeuner au palais, histoire pour lui d'avoir une occasion de parler directement avec tous ces gens-là qui depuis des années quand même parlent de revendications, d'engagements non respectés. Ça a été quand même une rencontre qui avait suscité beaucoup d'espoir. Il a été sensibilisé sur tous les points et il avait choisi de se prononcer sur un certain nombre de points, entre autres. Engagement, il avait dit qu'à la date du 31 décembre, tous les rappels d'intégration, d'avancement et de reclassement allaient être payés. 4 mois plus tard, nous n'avons absolument rien
constaté en tout cas comme matérialisation. La confrontation est inévitable cette année encore une fois, ce qui est déplorable, mais nous n'avons jamais regretté d'avoir été en grève. Nous parlons de toute autre chose avec les travailleurs des collectivités locales qui sont toujours en mouvement de grève à la PMI de Tilène et au centre de santé Gaspard Camara. Le mouvement est très bien suivi. Trouvés sur place, les agents municipaux se disent prêts à poursuivre leur plan d'action. Leur réaction est plus dans ce reportage signé Maïmouna Ndiaye et Moudou Diop. Encore 96 heures de grève, un nouveau plan d'action des travailleurs des collectivités locales. Hassen fait le tour des centres de santé. Il est parmi les contrôleurs qui veillent au respect du mot d'ordre. Nous sommes à la PMI de Médina. On est en train de voir, est-ce qu'il n'y a pas deux poids, deux mesures, des gens qui parlent par là et qui agissent de l'autre côté, n'est-ce pas? Mais apparemment, on a vu qu'au niveau de la PMI de Médina, le mot d'ordre a bien été respecté. Cette fois-ci, la lutte s'annonce rude. Cet agent municipal rappelle. On est tous désemparés. On n'a pas de retraite normale. Bon, moi par exemple, je suis l'exemple type. Parce que j'ai été à l'hôpital, j'étais hospitalisé, mais j'avais des problèmes parce qu'on n'avait pas de prise en charge. N'est-ce pas? Alors, au bout de 15 jours, n'est-ce pas, je sors avec une somme de 300 et quelques mille francs à payer. Au centre de santé Gaspard Camara, des va-et-vient incessants. Même si le personnel n'a pas voulu parler devant la caméra, l'on nous signale que seuls les agents de l'État travaillent. La grève se poursuit donc jusqu'à jeudi. Selon les syndicalistes, une assemblée générale est d'ailleurs prévue ce vendredi. Mais entre-temps, les travailleurs des collectivités locales vont s'entretenir avec le Haut Conseil du dialogue social et leur tutelle, le ministre des collectivités locales, ce mardi. Nous vous l'annoncions en titre, reprise ce lundi du procès de l'ex-président tchadien Hissène Habré. Ce matin, la partie civile était à l'honneur, cher Tidiane. Oui, elle a dénoncé des cas de torture sous le règne d'Hissène Habré au Tchad. L'ex-président tchadien est resté calme à l'audience en présence de ses militants et de ses avocats commis d'office. Alassane Ba Mardia. Tout a débuté après la signature du décret portant création de la direction de la documentation et de la sécurité le 26 janvier 1983, souligne la partie civile, à l'origine créée pour assurer la sécurité intérieure et extérieure. Les avocats des victimes rappellent que Hissène Habré a transformé la DDS en instrument de répression. Et dans ces crimes de torture, on a parlé de torture physique et de torture morale. Les personnes qui ont été physiquement torturées. On a aussi parlé de la présomption d'innocence qui n'existait pas. C'était une présomption de culpabilité. Quand on vous arrêtait, vous n'avez pas le droit de discuter, vous n'avez pas le droit à la défense. On vous accuse coupable, donc vous devrez accepter. On a également parlé de la responsabilité qui était donc collective. Le principe pénal veut que la responsabilité soit individuelle. C'est l'auteur de l'acte qui doit répondre à son acte. Mais ici, si un membre de votre ethnie commet un crime et que l'auteur de l'acte prend fuite, c'est vous qu'on prend, on arrête, on met en prison. Donc la responsabilité était collective. C'est de tout ça qu'on a parlé pour essayer donc de faire la comparaison, un peu de similitude avec le régime de Pol Pot au Cambodge. Des formes de torture démontrées par la partie civile devant un Hissène Habré calme, vêtu de blanc. Les plaidoiries vont se poursuivre pour la partie civile jusqu'au 9 février. Le 10, ce sera le tour du parquet. Ensuite, le 11 et le 12 pour la défense. Une défense qui préfère attendre la fin des plaidoiries pour s'adresser à la presse. Certains militants de l'ancien président du Tchad de 1982 à 1990 ont fait le déplacement à la salle 4 du tribunal de Dakar pour soutenir Hissène Habré. Et puis maître François Serre recadre les avocats de la partie civile. L'avocat d'Hissène Habré estime qu'ils ne se sont pas attaqués aux institutions sénégalaises. Selon lui, ce sont les chambres africaines extraordinaires qui étaient visées. Il dénonce par contre le comportement des gendarmes sénégalais qui n'auraient pas laissé les chaînes de télévision couvrir convenablement l'événement. Écoutons maître François Serre. Ses propos sont recueillis par Alassane Ba et Mardia.
La gendarmerie sénégalaise interdit aux caméras de télévision de filmer dans une enceinte judiciaire. C'est une violation des règles de la liberté d'information pour que le public soit informé. Je trouve que c'est des procédés absolument scandaleux et une fois, ça prouve la marque des chambres africaines. Deuxièmement, je voudrais dire qu'aujourd'hui, nous avons entendu des avocats des partis civils qui ont essentiellement insulté le président Habré, le traitant de lapin, de Pol Pot, d'Hitler, et qu'ils n'ont jamais apporté la preuve des faits qui sont reprochés et qui lui sont reprochés et pour lesquels il est accusé. Ces avocats des partis civils ont prétendu que nous sommes là dans une stratégie de défense pour insulter les institutions de la République du Sénégal. C'est faux. Les Sénégalais savent le comportement d'Hissène Habré pendant toutes ces années où il a vécu au Sénégal. Nous n'attaquons pas les institutions de la République du Sénégal, nous attaquons les chambres africaines, qui sont une institution internationale. On arrête de nous parler des institutions de la République, qui sont une organisation internationale financée par l'étranger, la France, par Idriss Déby. Et aujourd'hui, les seules responsabilités directes qui ont été démontrées dans cette enceinte, ce sont celles d'Idriss Déby. Je vous l'annonçais en sommaire, zoom sur le Carbone 14 de l'IFAN. Il est fondé en 1965 par Cheikh Anta Diop. Plus d'un demi-siècle après Léa, une partie des lieux transformés en musée, l'autre sert de laboratoire. Un laboratoire où il ne se passe actuellement rien puisque la machine centrale est actuellement en panne. Le professeur Maurice Ndeye a tout de même accepté de nous faire visiter les lieux. Direction le laboratoire Carbone 14 de l'IFAN avec Fatidien et Thierry Laurent Mendy. Une salle de chimie transformée en musée, 2 bancs de synthèse, un compteur proportionnel, un liquéfacteur d'azote. Ce patrimoine témoin de l'histoire d'un grand chimiste, Cheikh Anta Diop. C'est un banc qui permet de faire la synthèse, par exemple, des échantillons. C'est-à-dire, pour faire une datation, il faut convertir l'échantillon en gaz. Le savant a passé près d'un quart de siècle dans ce labo. Il y effectuait ses datations par le carbone 14. Le carbone 14, il est radioactif. Ça veut dire qu'il décroît en fonction du temps. Il a voulu faire ce qu'on appelle un centre, disons un centre nucléaire, de faible radioactivité. Cheikh Anta a disparu en 1986. Une partie de son matériel aussi, le labo, aurait été cambriolé. D'après les informations que j'ai eues lorsque je suis venu ici en 2001, on m'a dit que ça a été cambriolé parce que je m'attendais à voir, par exemple, des résultats qui ont été déjà faits par les analyses qui ont été déjà faites par Cheikh Anta Diop, mais je n'ai trouvé rien. J'ai juste trouvé des choses quelques livres par-ci par-là. Après la mort de Cheikh Anta Diop, le labo est fermé jusqu'en 1999, date de sa réhabilitation par le gouvernement du président Diouf. De 1999 à 2001, ils ont réhabilité le laboratoire et le laboratoire est devenu fonctionnel à partir de 2001. Il fonctionne jusqu'à présent. Des produits chimiques soigneusement rangés dans cette armoire. Nous sommes dans une autre salle appelée salle de pré-traitement chimique. Tout ça, de la partie là, ce sont des produits chimiques qu'on utilise actuellement. Ceux-là, c'est les anciens produits utilisés par le professeur qu'on a mis ici en attendant de les évacuer. Troisième étape de cette visite guidée, la salle de synthèse. Désormais, le responsable du laboratoire effectue ses expériences ici. Pour dater un échantillon, il faut d'abord le traiter physiquement, ensuite le traiter chimiquement et ensuite le transformer en benzène, ici pour notre cas ici. Des escaliers mènent au compteur à scintillation liquide, la machine centrale, tombée en panne depuis l'année dernière. On peut faire ce qu'on veut dans les salles et tout, transformer l'échantillon jusqu'au benzène. Vous imaginez bien, quand je vais arriver ici, j'aurai besoin que la machine fonctionne pour qu'on puisse avoir l'activité. Cheikh Anta Diop n'est plus, mais son ombre plane sur les lieux. Le professeur Maurice Ndeye fait partie de cette nouvelle génération de physiciens qui a fait le pari de conserver jalousement son héritage.
démarrer la page des sports, le Dakar Université Club chez les dames largement victorieux de l'USO lors de la 3e journée du championnat. Victoire 76-38. L'équipe de Morikafal, avec un recrutement 5 étoiles, semble bien partie pour dominer cette saison de basket, nous disent nos reporters Pape Faraning et Younous Diatta. Les 16 ont explosé les Wakamoises 76-38. Un match dominé de bout en bout par les jaunes et noirs qui ont usé de leur expérience pour battre l'équipe de Wakam méconnaissable malgré les nombreux changements effectués. Ça a été la déroute totale et la débâcle dans les rangs de l'US Wakam quelque part. Je ne comprends absolument rien. Bien vrai que vraiment le Duc c'est une très grande équipe avec vraiment 4 à 5 internationales. L'expérience a fait la différence quelque part. Bon, je pense que vraiment aujourd'hui je n'y ai rien compris. Aussi bien en attaque qu'en défense, il n'y a pas eu de réaction ni de réceptivité. Les consignes que j'ai à donner aussi bien en attaque qu'en défense n'ont pas été respectées. Avec 5 à 6 internationales dans ses rangs et de gérer les égos. Il faut que tout le monde se sente concerné. Il faut faire tout pour que l'équipe soit soudée. Donc il faut chercher physiquement les autres. Il y en a qui vont partir, qui vont sûrement avoir beaucoup de temps de jeu par rapport aux autres. Donc c'est à moi de tout gérer. C'est pas facile. Je vous dis que c'est très difficile parce qu'en regardant certains sur le banc, ce sont des internationaux qui sont sur le banc, qui ne devaient pas être. Mais avec l'effectif que j'ai, il n'y a que 5 qui doivent être sur le terrain. Carton plein pour Dick avec 3 matchs, autant de victoires. L'équipe de Morikafal affiche ses ambitions et ne se focalise pas sur une équipe. Nous parlerons toujours basket avec le National 1 féminin. Le match UGB-SLBC, le choc de la 3e journée a répondu à toutes les attentes. Les filles du SLBC ont remporté la partie 75-63. Néanmoins, l'arbitrage est fustigé de part et d'autre. Suivons la réaction des 2 entraîneurs Birahim Gueye de l'UGB et Jupiter Nian du Saint-Louis Basket Club. Ils sont tous deux au micro d'Ousseynou Diop. C'est difficile d'arbitrer les 2 équipes de Saint-Louis pour des Saint-Louisiens. Donc c'est ça l'erreur. Il fallait chercher d'autres arbitres quand les arbitres ne sont pas venus. Mais c'est le règlement qui demande aux arbitres de la localité qui organisent les matchs de prendre ces arbitres-là. Mais ils n'ont pas été à la hauteur. Mais l'arbitrage, moi je dis, elles n'ont pas été à la hauteur. Hein. Elles nous ont lésés aussi. Mais maintenant, moi ce que j'ai dit à mes filles, il faut prendre les arbitres comme 3e adversaire. Les arbitres ne font pas partie de nous. Donc il faut composer avec. Ce sont les aléas du sport, donc il faut composer avec. Nous restons toujours dans la région de Saint-Louis, plus précisément dans la commune de Ross-Béthio, où les populations réclament un nouveau stade municipal digne de ce nom. Il joue sur une pelouse assimilable à un champ de patates, une doléance que le maire de la commune compte bien satisfaire. Je propose d'écouter monsieur Amadou Bekay Diop au micro de Seynou Diop et Habib Sek. Pour les jeunes, vous savez, ils m'ont toujours demandé de les aider à avoir un stade fonctionnel. Vous avez vu comment l'état du stade, ce n'est pas un stade fonctionnel. Donc quand ils ont vu l'architecte ici, ils ont posé toutes les demandes et l'architecte leur a dit, en plus du stade, du fait qu'on va refaire la pelouse, du fait qu'on va mettre des tribunes, nous allons avoir un plateau multifonctionnel. C'est-à-dire qu'ils vont faire une sorte d'aire de jeu qui permettra aux jeunes de faire du basket, du handball, du volleyball et beaucoup d'autres choses. Donc le stade devient très attrayant pour les jeunes et c'est cela qui fait que tout à l'heure vous avez vu toutes les ovations que nous avons eues. C'est la prise en charge vraiment. Et puis avant de boucler ce 20h, retenez que Baladier va participer aux Jeux Olympiques de Rio 2016. Le taekwondoïste sénégalais a décroché sa qualification dimanche malgré sa finale perdue face à un Égyptien en moins de 68 kilos. Baladier sera le seul représentant sénégalais de sa discipline au Brésil. Les autres candidats, Gorom, Karé, Binta Diédhiou, Khadifal, n'ont pas réussi à se qualifier lors du tournoi de qualification olympique à Agadir. C'était au Maroc. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci Léa. Merci à toi, Chartidiane. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera 0h avec le tout en images. Mais tout de suite, vous avez rendez-vous avec Chérif pour la suite.